Bonjour tout le monde, bienvenue à cet événement de la Maison du développement durable. Merci beaucoup d'être là avec nous ce midi. Je m'appelle Raphaël Dufresne, je suis la responsable des programmes à la Maison du développement durable. La Maison du développement durable est depuis 2011 un carrefour d'échange, de réflexion et d'innovation sur le développement durable. C'est aussi un bâtiment écologique qui soutient le développement de ses membres, entre autres par la gestion immobilière de bureaux dans un bâtiment certifié LEED Platine Nouvelle Construction au Québec. Nous animons aussi un carrefour de synergie qui permet à différents acteurs et actrices de changement de se rencontrer, se regrouper et collaborer afin d'amplifier les impacts de leurs actions. C'est dans ce contexte qu'on est content de vous accueillir aujourd'hui pour l'événement Nos habitudes alimentaires sont sur le grill, des choix qui impactent l'environnement. On est sur Zoom, puis également sur Facebook, sur différentes pages, la page de la Maison du développement durable, celle du GRAM, de Loop Mission et de Sea Shepherd. On vous invite, peu importe que vous soyez sur Zoom ou Facebook, à nous écrire vos questions, vos impressions, puisqu'à la fin de l'événement, on va avoir une période de questions destinée à vous, le public. Avant de débuter, je veux remercier nos partenaires, Hydro-Québec, qui est partenaire principal de la programmation, et la Ville de Montréal. Je laisse donc la place à nos trois conférenciers et conférencières du jour pour débuter l'événement. On a Julie Poitras-Saunier, qui est présidente et cofondatrice de Loop Mission, Nicolas Valente, qui est agent d'écoquartier à la Chine, GRAM, et Maxime Pinsard, qui est bénévole de Sea Shepherd Montréal. On débute avec Nicolas, qui va faire un petit mot d'introduction. Je te cède la parole. Bon événement. Merci beaucoup, Raphaël. Bonjour à tout le monde. Donc, donnez-moi un instant pour partager mon écran. Excellent. Donc, bonjour à tout le monde aux quatre coins de la planète. Donc, aujourd'hui, on va parler des impacts environnementaux de nos choix alimentaires. Puis, dans le fond, l'idée de la présentation, c'est que depuis plusieurs années, il y a vraiment un élan dans la société québécoise qui propulse la protection de l'environnement au premier plan. En témoignent notamment les grandes manifestations de 2019. Entre autres sujets sur la table, donc les impacts de nos choix alimentaires, il y en a de nombreux. Et nous, on a décidé de se concentrer sur deux d'entre eux qu'on considère peut-être les principaux. Donc aujourd'hui, il y aura trois présentateurs. Chacun de nous dispose de 10-15 minutes pour partager son contenu, donc son expertise. Et il y aura aussi un temps de questions-réponses à la fin de la présentation. Donc dans l'ordre d'intervention pendant cette présentation, vous aurez d'abord Julie qui va briser la glace pour aborder la question du gaspillage alimentaire. Ensuite, moi-même qui vais parler donc, des impacts des choix alimentaires concernant les produits animaux, principalement les animaux terrestres, puisqu'ensuite Maxime terminera avec les enjeux de pollution et les méthodes d'exploitation des milieux marins. Donc, vraiment un contenu dense, mais qui est proposé avant tout pour mettre de l'avant les sujets sur lesquels vous et nous, comme simples citoyens, pouvons agir. Vraiment, on a quelque chose, on a ce pouvoir. J'entends ici des solutions qui n'ont pas besoin de passer par les gouvernements. Donc, nos choix et nos comportements alimentaires sont aujourd'hui sur le grill. Donc, je vais céder la parole à Julie pour parler de gaspillage alimentaire. Je partage. Allô, allô! Alors, je vais vous partager mon écran. Ah, il faut que... Je crois que, Nicolas, tu partages toujours ton écran. Oui. Je vais essayer d'arrêter ça. J'arrête de voir ma vidéo. Ça devrait être bon maintenant. Super! Alors, bienvenue tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler des impacts de notre alimentation, en fait, sur l'environnement.
Je suis présidente cofondatrice de Loop. Donc, évidemment, nous, Loop, on fait beaucoup dans le gaspillage alimentaire. Donc, c'est un sujet que je vais vous parler aujourd'hui pour mieux comprendre, en fait, parce qu'on en entend de plus en plus parler de gaspillage alimentaire, mais il y a aussi beaucoup d'éléments peut-être qui circulent, qui sont pas nécessairement la réalité. Donc, ça va être de comprendre vraiment pourquoi on gaspille autant, pourquoi il y a ce gaspillage-là et qu'est-ce qu'on peut faire comme potentielle source de solution. Parce que je pense que si on comprend bien pourquoi on gaspille, on va comprendre également comment on peut éviter de gaspiller et comprendre surtout aussi c'est quoi l'impact du gaspillage alimentaire là, au niveau de l'environnement. Je vais commencer avec quelques petites statistiques. C'est sûr qu'il y a plein de statistiques aussi qui circulent, qui nous montrent différents éléments. Je sais que la plus grosse étude qui a jamais été faite sur le gaspillage alimentaire au Canada, c'est celle qui est sortie l'an dernier, qui nous montrait en fait que dans le monde, c'est un tiers des aliments qui sont jetés, mais au Canada, c'est même un peu plus que ça. On parle de 56 des aliments qui prennent le chemin du site d'enfouissement. Donc, c'est pratiquement plus que la moitié de ce qu'on produit qui est rejeté. Donc, c'est assez significatif. Et surtout, 79 de ce gaspillage-là provient de l'industrie. Puis ça, c'était intéressant dans cette étude-là parce que c'est la première fois qu'on avait une démonstration que l'industrie jouait pour beaucoup dans le gaspillage alimentaire, parce qu'on a souvent mis la balle dans la cour des consommateurs en disant qu'une large part du gaspillage alimentaire se faisait par les consommateurs à la maison. Mais ce que ça nous a permis de réaliser, c'est qu'en fait, l'industrie y est aussi pour beaucoup. Donc, une grande part de ce qu'on rejette provient de l'industrie. Chez Loop, en fait, ce qu'on fait, c'est que, juste brièvement, nous, on est une entreprise en économie circulaire qui vise à réduire le gaspillage alimentaire. Donc, on a commencé avec des jus pressés à froid qui sont faits à partir des fruits et légumes qui sont déclassés par l'industrie. Donc, nous, on s'attaque vraiment à l'industrie. On s'associe avec d'autres joueurs dans l'industrie pour prendre leurs aliments rejetés puis les transformer en quelque chose de nouveau. Donc, jus pressé à froid et smoothie avec les fruits et légumes déclassés et notre propre rejet de production, qui est la fibre résiduelle qu'on a dans la fabrication de nos jus. On la revalorise avec d'autres entreprises aussi pour faire des gâteries pour chiens, des croûtes à pizza, différents projets aussi sur lesquels on est en train de travailler pour revaloriser la totalité de ce qu'on rejette. Et en fait, quand on a commencé ça avec uniquement les jus de fruits et légumes, on a eu des appels, c'est incroyable le nombre d'appels qu'on a reçus de gens de l'industrie qui commençaient à nous contacter pour dire moi aussi, je jette des tonnes et des tonnes d'aliments, pouvez-vous nous aider? Vraiment, le projet, au début, on était Juloop. On est devenu Loop Mission parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un réel besoin dans l'industrie pour des intervenants comme nous qui pouvaient justement revaloriser tous les produits rejetés par l'industrie. Donc, on a commencé à développer une foule d'autres produits qui revalorisent différents aliments rejetés. Donc, on a des bières faites avec du pain, de la veille, des boulangeries. On a des bières milkshake aussi faites avec les sous-produits d'Hydrolac, de Perméa, qui est un sous-produit de l'industrie du lait avec AgroPure. On a un gin fait avec les retailles de patates de la compagnie de chips Yum Yum, des savons faits avec les huiles recyclées d'une chaîne de restauration, des sodas fermentés qui revalorisent les hydrolats, qui est un sous-produit des huiles essentielles. Donc, en gros, on se rend compte que le modèle est sans limite et qu'on peut pratiquement tout revaloriser. Mais tout ça a commencé par un appel, en fait, puis c'est ce qui va m'amener dans la genèse un peu du projet, mais surtout de pourquoi on gaspille autant d'aliments. On s'est fait contacter par un des plus grands distributeurs de fruits et légumes au Canada qui nous a dit qu'à lui seul, il envoyait au site d'enfouissement plus de 16 tonnes de fruits et légumes par jour. Donc, 16 tonnes par jour d'aliments encore super bons pour la consommation, mais mis de côté pour différentes raisons que je vais vous expliquer et qui allaient carrément au site d'enfouissement. Et on a décidé donc de s'associer avec ce partenaire-là pour transformer ces produits-là dans des nouveaux produits. Mais pourquoi on jette autant? Donc, il y a deux grands volets, l'industrie et le consommateur. Premièrement, si on regarde un distributeur, on regarde la chaîne alimentaire, en fait, comment ça fonctionne, les produits n'arrivent pas par magie sur les tablettes de l'épicerie. Là, il y a toute une chaîne d'intervenants, donc on passe vraiment de la ferme, souvent à un transport, à l'importation, importateur, distributeur qui va importer des produits directement d'une ferme, les amener dans un centre de distribution. Donc, par exemple, nous, l'entreprise avec qui on travaille, c'est un centre de distribution, ça ressemble à ce que vous voyez sur les photos. Là. Donc, c'est des palettes de fruits et légumes importés de partout dans le monde qui transigent par là et qui sont ensuite vendus à un centre de distribution d'une chaîne d'épicerie. Donc, si on regarde, par exemple, Métro, donc les produits vont partir de chez Courchain-Larose, s'en aller au centre de distribution de Métro. Ensuite, Métro va l'envoyer à travers ces différents magasins. Les magasins vont le mettre sur la tablette et là, les consommateurs, on va les consommer. Donc,
toute cette chaîne-là prend en moyenne 2 à 3 semaines. Ce qui fait en sorte que quand les produits arrivent dans un centre de distribution, ils doivent avoir au moins 2 à 3 semaines de durée de vie encore parce que quand ils quittent le centre de distribution, le temps que justement ça fasse tous les intervenants de la chaîne, chacun doit avoir un certain délai parce qu'il ne va pas nécessairement quitter leur entrepôt le jour même, ce qui fait en sorte que les produits vont mûrir. Et si les produits sont mûrs dans 3 4 jours, il est déjà trop tard. Donc, ça, c'est une question qu'on se fait souvent poser. C'est pour les aliments que vous prenez, est-ce que c'est des aliments qui sont plus bons ou qui sont limites? Mais en fait, c'est avec le fait qu'on a vraiment mondialisé l'alimentation, les produits viennent de partout dans le monde. Ça peut arriver que dans le transport, le mûrissement va se faire plus rapidement ou ça peut arriver que c'est de la spéculation, en fait. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va vendre une semaine nécessairement. Donc, c'est comme avoir un restaurant. Tu as un menu, donc tu ne sais pas nécessairement qu'est-ce que tu vas vendre en plus grande quantité aujourd'hui. Donc, tu ne veux pas manquer de rien pour tes derniers clients. Donc, à ce moment-là, tu vas avoir une grande sélection de produits et ça peut arriver que, bon, pour une raison quelconque, il ne fait pas beau dehors, les gens mangent moins de salade, c'est la soupe qui va sortir, donc on va se ramasser avec trop de salade. Et tout ça, c'est inclus à travers le coût des produits parce que tout le monde calcule cette perte-là. Puis on n'a pas le choix d'avoir un petit buffer un peu partout pour éviter de justement pas pouvoir desservir nos clients. Donc, quand on est un grand distributeur, le 1 ou 2 de perte qu'on a en surplus, ben, ça représente des tonnes par jour. Ce qui est un enjeu aussi, c'est que des fois, il va y avoir une ou deux, par exemple, orange qui est moisie à travers une palette au complet. Mais encore là, tu sais, on ne veut pas envoyer ça chez un client. Donc, c'est sûr qu'un distributeur ne voudra pas envoyer une palette avec quelques oranges moisies à travers la caisse chez un client, ce qui fait qu'on va souvent acheter les palettes au complet juste parce que c'est plus présentable. Donc, il y a quand même beaucoup de manutention qui est reliée à ces produits-là. Donc, parfois, ça coûte plus cher de faire un tri et de vraiment essayer d'enlever les aliments qui sont moins beaux que vraiment d'envoyer ça au site d'enfouissement puis de vendre plutôt des produits premium numéro un, là, des produits super beaux. Donc, souvent, ces produits-là ont plus assez une grande valeur économique sur le marché, ce qui fait qu'on va les jeter tout simplement. C'est plus rentable de les jeter que de les réutiliser. Un autre élément aussi qu'on se fait souvent demander, c'est oui, mais pourquoi ce n'est pas les banques alimentaires qui prennent ces aliments-là? C'est sûr que les banques alimentaires en prennent. Donc, Auchan Larose, c'est le plus grand donateur de banques alimentaires au Canada. Ils reçoivent une attestation en chaque année. C'est seulement que les banques alimentaires ne peuvent pas tout prendre. Eux non plus n'ont pas la capacité pour entreposer des produits qui ont une courte durée de vie, des produits qui doivent être réfrigérés. Donc, un peu tout ça ensemble fait en sorte qu'ils vont prendre, par exemple, 2 3 palettes de raisins, mais nous, quand on en reçoit, des fois, c'est un container complet, c'est 50 palettes, c'est des quantités assez significatives. Donc, tout ça fait en sorte qu'il n'y a pas en ce moment d'intervenants, il n'y a pas de middleman, si on peut dire, ou ce qu'on s'est rendu compte en partant le projet, c'est qu'il manquait d'entreprises qui étaient capables de s'approvisionner de façon irrégulière à partir des pertes, qui étaient capables justement d'avoir une chaîne d'approvisionnement comme ça, de mettre en place la main-d'œuvre pour trier, pour vraiment s'assurer de rendre le produit intéressant ou comestible ou même transformable. Et que justement, il y avait comme cette lacune-là dans l'industrie parce que tout le monde a commencé à nous appeler, que ce soit des distributeurs, des producteurs agricoles, des épiceries aussi qui ont commencé à nous demander des solutions. Donc, vraiment, il n'existe pas cet intermédiaire-là en ce moment. Puis je pense que c'est ça aussi qui est un des grands enjeux. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas mettre tout dans la cour de l'industrie. Le consommateur, il est quand même pour beaucoup, malgré tout, il est quand même pour beaucoup dans l'enjeu du gaspillage alimentaire parce qu'il ne faut pas oublier que beaucoup d'aliments sont aussi rejetés par l'industrie pour des raisons esthétiques qui viennent avec les critères très élevés des consommateurs qu'on a par rapport aux produits qu'on veut. Donc, c'est la pomme qui est un peu petite, elle va rester sur la tablette ou même dans les transports, par exemple, des situations qu'on voit souvent, c'est dans le transport en provenance de l'Espagne. Il va y avoir de l'humidité sur les bateaux, les écorces d'agrumes vont avoir des petites taches brunes à l'extérieur. Donc, ça va arriver ici au pays avec des taches à l'extérieur, mais le produit est encore très beau à l'intérieur. Mais à ce moment-là, les consommateurs ne les achètent pas tout simplement. Donc, il n'y a pas preneur. Pas plus tard que la semaine passée, on a reçu un appel d'un producteur, un importateur-distributeur de pommes grenades qui avait un container complet de pommes grenades. C'est d'un produit vraiment super de qualité, vraiment bon à l'intérieur, mais l'extérieur n'était pas rouge vif, il était comme tacheté jaune. Donc, il n'y a pas de client qui a trouvé preneur pour ça. Donc, ça s'en allait au site d'enfouissement. Donc, ils nous ont appelés pour voir si on pouvait travailler avec eux pour les revaloriser. Donc, on a quand même des critères assez pointus. Même on a eu des exemples de melons, des melons d'eau tout vert forêt à l'extérieur plutôt que zébré avec des lignes vert pâle, vert foncé. Et l'aliment a été rejeté pour ces raisons-là. Donc, il y a vraiment cet item-là de critères esthétiques qu'on a
très exigeant. Puis moi, ce que j'ai envie de répondre par rapport à ça, c'est que souvent, un fruit parfait, c'est un fruit suspect. Donc, souvent, quand il est trop parfait, il faut se dire qu'il y a aussi sûrement eu plein de choses qui ont été ajoutées dessus. Donc, on devrait vraiment diminuer nos critères de standard de qualité par rapport à l'apparence de nos aliments. Une autre chose aussi, ce que vous voyez sur le graphique en ce moment, c'est le pourcentage de nos revenus au fil des années qu'on accorde à la nourriture. Puis ce qu'on voit, c'est que de moins en moins, nous, on accorde les consommateurs d'argent ou de gros pourcentage de nos revenus pour se nourrir, ce qui fait que les aliments ont de moins en moins de valeur à nos yeux. Donc, avant, on avait un petit morceau de pain, on essayait de trouver une façon de le revaloriser. On cuisine de moins en moins aussi. Donc, avant, on faisait comme un pain perdu ou quelque chose, mais maintenant, il n'y a tellement plus de valeur économique importante pour les aliments. Ça coûte tellement pas cher s'alimenter qu'on est prêt à laisser aller puis acheter des aliments plutôt que d'essayer de leur trouver une façon de leur donner une deuxième vie. Je dirais aussi la surabondance. Il y a tellement de produits en épicerie. Si une épicerie manque d'un produit, on n'est pas content, donc on veut absolument avoir de tout. Il faut que ça soit abondant, les tablettes. C'est prouvé que plus il y a de produits sur les tablettes, plus ça va vendre, plus il y a de la diversité aussi. Donc, on a cette exigence-là, puis ça crée énormément de gaspillage aussi. Et je dirais le marketing alimentaire. Nous, on a pris le défi de mettre de l'avant des produits qui étaient rejetés, mais le marketing alimentaire a toujours parlé de produits premium. Donc, c'est toujours peu importe ce que vous regardez, ça va être le meilleur, les chips faites avec les meilleures patates qu'on a cueillies dans une montagne. C'est toujours vraiment excessivement axé sur la qualité. Et donc, c'est difficile pour les entreprises de mettre en place des modèles où ils parlent d'aliments rejetés puis qu'ils les réutilisent. Puis qui peuvent vraiment mettre ça de l'avant parce qu'il y a aussi au niveau des consommateurs, il y a une certaine réticence. Nous, on le voit que pour certains consommateurs, c'est un frein. Ils pensent que les produits qu'on va utiliser dans nos jus, par exemple, ça va être des produits qui sont limites ou qui sont moins beaux, qui sont pas très, qui sont peut-être un peu pourris, mais c'est vraiment pas le cas. Puis ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup d'éducation à faire. Donc, je comprends que c'est un enjeu aussi pour l'industrie. Si on regarde les impacts du gaspillage alimentaire, c'est énorme en fait, parce que souvent, une des choses qu'on se dit, c'est oui, mais envoyer des fruits et légumes au site d'enfouissement, c'est pas si pire, ça se décompose. Mais en fait, c'est une des pires choses qu'on peut envoyer au site d'enfouissement parce que dans un site d'enfouissement, il n'y a pas les éléments nécessaires à la décomposition des aliments. Donc, toute la matière organique ne se décompose pas parce qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'oxygène. Donc, les éléments qui sont nécessaires à créer la décomposition. Donc, ça crée plutôt des gaz à effet de serre qui ont un énorme impact sur les changements climatiques. On dit même que si le gaspillage alimentaire était un pays, ce serait le 3e plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde après la Chine et les États-Unis. Donc, en termes d'impact sur les changements climatiques, le gaspillage alimentaire est énorme. Au niveau de la contamination de l'eau et des sols aussi, parce que plutôt que de se décomposer dans les sites d'enfouissement, il crée des gaz à effet de serre et il crée du lixivia qu'on appelle, qui est un jus de poubelle là, qui est très acidifiant, qui est très nocif pour l'environnement. Donc, ça va nuire à la biodiversité, à la faune, à la flore. Ça va se retrouver dans nos cours d'eau. L'empreinte en eau aussi est assez significative. Pour faire pousser 1 kg de fruits et légumes, on a besoin en moyenne de 65 litres d'eau. Donc, chaque fruit et légume qu'on envoie au site d'enfouissement, il faut se dire qu'on a utilisé beaucoup d'eau pour le faire pousser. Donc, ça aussi, c'est une ressource qu'on a en quantité de plus en plus limitée, on le sait. Économique, évidemment, donc on gaspille des milliards de dollars pour des produits qui s'en vont au site d'enfouissement, ce qui a un impact majeur et ce qui amène aussi beaucoup à l'insécurité alimentaire parce que tous les intervenants au long de la chaîne, je l'ai dit tout à l'heure, ils incluent le perte dans leur... Ils savent qu'ils vont perdre environ 2 de leurs fruits et légumes, fait qu'ils l'incluent dans le coût des produits qu'ils vont vendre. Donc, ça fait partie de leur modèle financier. Donc, évidemment, si on gaspillait moins, les fruits et légumes, les aliments coûteraient moins cher au final au niveau des consommateurs parce qu'on absorbe cette perte-là tout au long de la chaîne et clairement, on pourrait avoir plus d'accès à des aliments. Alors voilà, c'est tout le temps que j'avais pour vous présenter un sujet assez complexe et assez long en peu de temps, mais je serai disponible là, si vous avez des questions, vous voulez rentrer plus en profondeur dans un sujet là, pour la suite. Merci beaucoup, Julie. Je vais reprendre en main l'écran. Excellent. C'est vraiment des informations super intéressantes, là. Ça va faire réfléchir plus d'une personne. Merci beaucoup. Donc, je vais enchaîner. Donc, moi, ici, aujourd'hui, je représente le GRAM, donc le groupe de recommandations et d'actions pour un meilleur environnement.
ça fait 30 ans que le GRAM existe et participe aux débats environnementaux à Montréal et au Québec. Donc, pour vous donner une idée, c'est à peu près 350 audiences et publications qui ont été publiées pour aider les décisions politiques, qui sont d'ailleurs en libre accès sur notre site internet gram.org. Et on travaille, nos équipes sont divisées en 3 pôles d'intervention directe, donc c'est l'éco-quartier, la Chine, et aussi les équipes en verdissement, donc plantation d'arbres et gestion de jardins collectifs. On a aussi une équipe qui est dédiée à l'éducation relative à l'environnement, qui intervient dans le milieu scolaire et parascolaire. Et enfin, une équipe qui se concentre sur l'influence et les recommandations aux décideurs. Les thèmes qui nous sont chers, donc je les ai listés ici. Bon, vous voyez, aujourd'hui, on traite de saines habitudes de vie. Donc, on a vraiment un mandat qui est très large. Donc, me concernant, donc moi je suis un éco-citoyen depuis l'adolescence, notamment en privilégiant les aliments biologiques et en bannissant l'huile de palme depuis, je pense, de mémoire, mes 15 ans. Et vers 30 ans, j'ai regardé le documentaire Cowspiracy, et c'est ça qui m'a décidé à m'impliquer comme bénévole auprès de l'Association végétarienne de Montréal. D'ailleurs, c'est dans le cadre de la certification VG engagée obtenue par le GRAM cette année que l'idée de cette présentation a surgi. Donc, j'ai mis le doigt sur de nombreuses dissonances cognitives donc, en fait, des dissonances cognitives, c'est un décalage qui est semi-conscient entre nos croyances, nos idéaux et nos comportements concrets. Donc, c'est quand même assez difficile de mettre le doigt dessus, mais moi, ça a créé chez moi beaucoup de remises en question de mes habitudes de vie. Et j'ai entamé vraiment des changements assez importants, une démarche globale pour aller vers le véganisme, continuer le biologique, le local, le seconde main, la tendance zéro déchet. On s'améliore tous les jours. Et puis finalement, en 2019, j'ai quitté mon métier passion, qui était celui d'agent de voyage, spécialiste des pays nordiques, pour rejoindre une entreprise en environnement, donc le GRAM. Donc j'apprends, je partage, puis je prends beaucoup de plaisir à aider tout le monde à cheminer de la même façon que moi j'aime cheminer. Donc pour parler des impacts terrestres de nos choix alimentaires, d'abord un petit avertissement. Il faut être conscient que tous les aliments ont des impacts environnementaux. Puis aujourd'hui, on pointe vers ceux qui en ont le plus au travers de cette présentation. Je veux aussi souligner en toute transparence que certaines données ne sont pas forcément encourageantes et pourraient créer un sentiment d'impuissance, voire d'éco-anxiété. Ce n'est pas le but non plus. Alors, en fait, pour remettre ça en relief, il s'agit d'une photographie à un moment précis de notre histoire, de notre société, mais les choses bougent déjà. Donc, pour rester du côté positif de la force, je vous encourage vraiment à vous lancer dans une phase de changement, mais aussi à vous impliquer bénévolement auprès d'organismes de protection de l'environnement ou d'autres organismes qui vous semblent peut-être prioritaires. C'est vraiment un défouloir important de s'impliquer dans la communauté, puis ça aide à rester positif. Aussi, le point positif dans tout ça, c'est que vous avez moyen d'agir à votre échelle pour réduire vos impacts. Vous choisissez le contenu de votre assiette et vous n'avez pas à faire d'autres efforts que de modifier vos achats à l'épicerie. Donc, c'est assez rare d'avoir un impact réel, concret et immédiat. Donc ici, on va vous nommer à la fois le mal et puis vous connaissez un peu d'avance le remède si vous voulez tester quelque chose. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Donc d'abord, l'alimentation à base de produits issus des animaux, elle produit une forte pression, notamment en émissions de gaz à effet de serre. Ici, on voit que l'élevage représente 14,5% des émissions mondiales. C'est une donnée de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Donc, c'est à peu près identique, là, ce 14,5% aux émissions du secteur des transports. Donc, c'est quand même majeur. Ce n'est pas une petite chose en marge. Et on voit aussi que l'industrie bovine, à elle seule, représente 9,7% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Et ça s'explique principalement par les rots et les paies des ruminants qui dégagent beaucoup de méthane. Et le méthane, c'est un gaz dont l'effet de serre est 28 fois plus important que celui du CO2
sur un horizon de 100 ans. Donc, réduire sa consommation de produits carnés, c'est donc directement réduire son bilan carbone. Et d'ailleurs, si vous faites un test pour votre empreinte carbone, donc ça, vous pouvez mesurer à titre individuel, le sujet de votre alimentation est souvent présent dans le questionnaire et joue une grande part. Si vous êtes intéressé de tester, peut-être chercher simplement dans Google Carbon Footprint ou empreinte carbone test, comme vous voulez. Ensuite, la pression sur les ressources en eau. Encore une fois, là, je vous donne une donnée de la FAO qui estime que notre planète dispose actuellement de 5450 litres par jour par personne de litres d'eau. Donc ça, c'est vraiment ce que la Terre est capable de renouveler annuellement pour nous nourrir. Encore une fois, c'est une photo instantanée. Or, la moyenne actuelle est plutôt autour de 8500 litres par jour par personne. Et puis, on ne parle pas là de l'eau qu'on utilise pour faire la vaisselle ou faire la douche. En fait, c'est principalement lié à d'autres choses, notamment l'alimentation. Donc, il nous faut trouver des moyens pour économiser notre consommation d'eau. Et nos choix alimentaires ont un impact majeur sur l'avenir de notre planète à ce sujet-là. Parmi la production alimentaire mondiale, les aliments d'origine animale ont le plus grand impact. Donc, vous voyez sur l'infographie, je pense que vous avez pris le temps maintenant de passer au travers. Vous voyez que les morceaux de viande, le fromage, les produits laitiers ont des impacts vraiment supérieurs aux produits végétaux, à l'exception de quelques noix. Donc, en sélectionnant votre nourriture, vous pourrez choisir des aliments à moindre impact sur l'eau, sur les ressources en eau. Vous ferez d'une pierre deux coups car l'élevage, y compris la pisciculture, l'aquaculture, sont aussi une source de pollution de l'eau à travers les déjections, les antibiotiques, les hormones, les engrais, les pesticides qui sont utilisés pour les cultures fourragères. On va passer maintenant sur la pression sur les sols cultivables. Au total, ce sont 70% des terres à usage agricole qui, directement ou indirectement, vont être consacrées à l'élevage. C'est aussi une donnée de la FAO, qui est définitivement une ressource que j'aime beaucoup et que j'utilise fréquemment. Vous vous souvenez, certains documents, certaines revues nomment que 5% des protéines végétales, seuls 5% des protéines végétales ingérées par les animaux réussissent à se rendre jusqu'au corps humain qui les a consommées. Il y a donc un défaut dans la conversion. Pour être plus clair, donc les denrées végétales sont données aux animaux et les animaux sont donnés aux humains. Donc il y aurait seulement 5% de protéines végétales qui sont transmises au travers de ce processus. Donc on ferait peut-être mieux de manger directement les protéines végétales. Puis imaginez aussi combien d'humains on pourrait nourrir si on décidait de cultiver directement pour notre alimentation plutôt que pour celle des animaux. Ici, on résume un petit peu les trois slides, les trois diapositives précédentes, donc nos choix alimentaires qui ont un impact sur à la fois les sols, l'utilisation d'eau et les gaz à effet de serre. Encore une fois, c'est assez flagrant que les animaux ont un plus grand impact. Je vais vous parler maintenant de la pollution des sols et du ruissellement. Donc, l'élevage émet des quantités phénoménales de nitrates et de phosphates. Donc, le nitrate et les phosphates viennent des déjections animales principalement qui vont s'accumuler dans l'eau et provoquer la prolifération d'algues vertes, notamment en Europe, en Bretagne, c'est un problème, ou de sargasses qui flottent et qui atterrissent dans les Caraïbes. Donc, vous pouvez vous documenter notamment sur le sujet des zones mortes. En anglais, c'est les dead zones. Donc, vous tapez zone morte océan et puis vous allez voir apparaître toutes ces zones où les produits chimiques empêchent la vie autre que les algues comme celle-ci. Les épandages de pesticides et d'engrais qui ruissellent, donc ils sont épandus sur les cultures, plus souvent qu'autre chose sur les cultures OGM qui nourrissent les animaux. Et de là, chaque phénomène météo, que ce soit le vent ou la pluie notamment, va participer à répandre ces produits de synthèse dans nos cours d'eau. Puis ensuite, ça ruisselle vers les rivières, les fleuves et les océans. Et puis enfin, il y a les antibiotiques qui agissent comme perturbateurs endocriniens et qui provoquent des troubles de la reproduction, mais qui entraînent surtout la propagation de virus antibiorésistants.
Donc, s'il y a des mots-clés comme ça que vous ne maîtrisez pas, notez-les, puis faites des petites recherches après ça. Concernant la déforestation, l'élevage et la production de soja nourrissent le bétail. Donc ça, c'est la première cause de déforestation dans le monde. Et on estime, donc là c'est une donnée de Greenpeace, que l'élevage bovin est responsable de 63% de la destruction de la forêt amazonienne. Ce soja-là et cette viande qui sont produits au Brésil sont exportés dans le monde entier grâce à des accords de libre-échange. Le soja qui est produit au Brésil, il nourrit le bétail, y compris en Europe, en Asie et partout en Amérique. Cela dit, je n'ai pas vraiment de données à ce sujet sur comment le bétail canadien est nourri. Donc, si jamais vous en avez, n'hésitez pas à m'en envoyer après la présentation parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup de savoir ça. Et dans le fond, je veux aussi en profiter en parlant de soja pour souligner que seulement 4% du soja qui est produit dans le monde est consommé par des humains. Donc, ce n'est vraiment pas la faute des végétariens, des végétaliens si la forêt brûle. Ici au Canada, quand on consomme du tofu ou du tempeh ou du soja, des produits du soja qu'on achète à l'épicerie, bien souvent, il a grandi, il a poussé au Canada et il est distribué localement au Canada. Donc là, par exemple, on recommanderait de consommer des produits biologiques parce que quand ça n'est pas biologique, c'est probablement OGM et donc ça nécessite plus de produits de synthèse pour sa culture. Alors, je passe au sujet suivant. Donc, finalement, j'abordais rapidement cette question-là tantôt sur la conversion de l'énergie qu'on absorbe. Donc, dans les pays occidentaux, il faut en moyenne 7 kg de protéines végétales pour obtenir 1 kg de bœuf, 6 kg pour 1 kg de poulet ou de porc, et 3 kg de produits végétaux pour produire 1 kg d'œuf. Alors, si on cherche des solutions, et que vous aimeriez une solution facile à cette équation-là, mais il n'y en a pas vraiment. Les choix qu'on fait individuellement sont guidés par notre contexte, que ce soit culturel ou politique et social, et aussi par le matraquage publicitaire dont on a été victime depuis notre plus jeune âge. Donc tout cela va créer un moule duquel il est très difficile de s'extraire. Donc encore une fois, il y a des réalités géographiques qui permettent à chacun de faire des choix différents. Et puis là, par exemple, quelque chose qui nous rassemble, c'est le travail que notre cerveau va faire pour nous empêcher d'avancer dans des nouvelles habitudes de vie. Il va vraiment se battre contre nous. Notamment, il tentera de nous décourager en soulignant cet inconfort et le risque à chercher des nouvelles solutions. Il veut nous faire revenir dans cette zone de confort qui le berçait tendrement depuis si longtemps. Puis il va nous rappeler avec plaisir toutes ces saveurs et ces textures qu'on aime tant et auxquelles on ne veut pas vraiment renoncer. Puis aussi, il va nous faire oublier assez rapidement toutes les données que je partage aujourd'hui, moi et mes co-présentateurs, parce qu'elles vont à l'encontre de ce qu'ils pensaient bien et normal. Donc, il y a à la fois un enjeu conscient et inconscient quand vous regardez ces présentations. Puis je tiens à souligner encore une fois à ce stade que les méthodes de production, de conservation et de distribution alimentaire varient énormément d'une région à l'autre. Pour donner un exemple plus précis, on ne peut pas comparer les impacts sur l'environnement de la production monoculturelle conventionnelle avec des produits de synthèse à une production à petite échelle, très locale, en agriculture paysanne, régénérative, distribuée localement. C'est vraiment deux sujets différents et puis c'est important de faire la différence. Cela dit, si on reste réaliste, le système idéal que je viens de décrire, il est vraiment très loin d'être accessible aux consommateurs. C'est vraiment pour le moment un rêve qui est doux à caresser, mais qui ne ressemble pas vraiment à ce qui est disponible aujourd'hui. Puis ça, c'est des solutions qui se développent déjà et qui vont se développer de plus en plus. J'aborde rapidement quelques études, puis en fait je dis rapidement, mais c'est quand même des études très importantes à vous mentionner. Donc ici on a le média montréalais 1.5 qui a mis en infographie une étude suédoise qui examine la portée de chacun de nos gestes individuels.
Et vous voyez parmi d'autres gestes plus ou moins difficiles à concrétiser, plus ou moins accessibles, que l'alimentation végétalienne est un levier d'action à notre portée avec un impact assez important. Et en fait, pour moi, ça semble quand même plus simple d'adopter ce régime alimentaire plutôt que de vivre sans voiture. Et je pense que c'est une réalité là, pour tous ceux qui utilisent la voiture tous les jours. C'est peut-être plus simple de changer ce qu'il y a dans l'assiette. Et la même chose pour l'achat d'un véhicule électrique. Ben là, ça demande vraiment un investissement financier, alors que de manger végétal, il n'y a quasiment aucun impact sur notre budget. Une étude de Joseph Poore, qui est un chercheur de l'Université d'Oxford et qui a publié dans la revue Science. Donc, je vais vous donner quelques données, mais pour lui, c'est clair qu'adopter un régime végétalien est probablement la meilleure façon de réduire votre impact sur la planète. Et il nous précise dans cette revue que l'alimentation 100% végétale permet de baisser de 76% la surface agricole occupée, permet de baisser de 49% les émissions de GES, de 50% l'acidité des sols et des eaux, de 49% l'eutrophisation des eaux, donc ça c'est quand les algues apportent tout l'oxygène d'un plan d'eau et donc empêchent les autres espèces de vivre, et la baisse de 19% de l'eau potable. Donc, vous voyez, on a quand même un levier d'action avec des impacts importants. Une autre étude suédoise, puis décidément j'ai vraiment un faible pour les Nordiques. Ici, on compare les émissions de GES des différentes habitudes alimentaires en prenant pour base le régime omnivore classique, en passant par le local, le biologique, le végétarien, puis le végétalien. Donc, cette infographie, elle mélange différentes sources pour dresser un portrait plus complet. Et vous voyez que pour les États-Unis, donc nos voisins directs, donc qui ont des habitudes de vie quand même assez proches des nôtres, passer à une alimentation végétalienne réduit de 75% les émissions de GES. Cela dit, je reconnais tout à fait qu'il peut être difficile d'atteindre le véganisme locavore, zéro déchet et biologique du jour au lendemain. Encore une fois, je vais peut-être vous conseiller d'y aller étape par étape selon vos priorités environnementales ou sociales. Vous pouvez par exemple dédier votre année 2021 à vous familiariser avec le zéro déchet. Et puis en 2022, vous pourriez décider de passer au végétarisme. Donc c'est des transitions qui prennent du temps. Éventuellement 2023, privilégier les aliments biologiques, etc., etc. Fixez-vous des paliers pour que ce soit moins impressionnant de démarrer. Excusez-moi. Et ici, une autre étude de Eat Lancet qui propose cette assiette modèle. Donc, c'est à gauche. Vous voyez que la majorité de l'assiette est remplie par des produits végétaux. Et à droite, on retrouve une assiette qui peut-être rappellera quelque chose aux Canadiens québécois qui sont présents aujourd'hui. C'est finalement les recommandations de notre guide alimentaire officiel, donc celui qui est publié par le gouvernement du Canada. On dirait qu'ils ont été vraiment très, très inspirés par Eat Lancet, tant les images se ressemblent. Et en fait, le travail de création pour ce guide alimentaire canadien a été vraiment salué pour avoir écouté la science sans se faire influencer par les lobbies X ou Y. Ouais, donc, je terminerai peut-être. Tout ça pour dire que les études scientifiques des grandes institutions spécialisées sur notre système alimentaire convergent à peu près toutes. Là, il y a une sorte de consensus vers la végétalisation de notre alimentation. C'est un peu difficile à dire. Pour en réduire les impacts environnementaux. Puis j'amorce une transition vers Maxime en mentionnant que les produits issus de l'exploitation des milieux marins font partie de cette équation environnementale. Leur consommation met une pression colossale sur les écosystèmes là aussi. Et c'est ce qu'on met dans nos assiettes qui a ces impacts-là. Donc, d'ici la fin de la présentation, n'hésitez pas à poser vos questions à l'écrit dans le chat, et puis on essaiera d'y répondre à la fin de la présentation. Je laisse tout de suite la parole à Maxime, donc, qui va aborder les enjeux de pollution et les méthodes d'exploitation des espaces maritimes. Parfait. Ouais, donc c'est ça. Donc là, on a eu la présentation sur tout ce qui était plutôt terrestre.
Puis on va passer à tout ce qui est plutôt océan. Donc, je vais me mettre à la présentation. Est-ce que vous voyez les slides? Hop. Je vais mettre ça. On va dire que oui. OK. Donc, je vous présente au nom de Sea Shepherd Conservation Society, notamment Sea Shepherd Montréal. Donc, qui on est? On est une organisation internationale sans but lucratif. Et notre mission, c'est de conserver les océans, notamment à travers celle de la faune marine. C'est une association, donc, une ONG qui a été créée en 1977. Et ses modes d'action, c'est donc l'action directe pour aller combattre les actions illégales qui se passent en haute mer, mais aussi la documentation pour sensibiliser le public à ces questions notamment. Alors pourquoi c'est important de protéger les océans? Il y a énormément d'écosystèmes en péril. On est tous conscients du braconnage qui a lieu en mer, surtout sur les grands prédateurs. Mais il faut aussi voir que les pratiques entre guillemets légales sont aussi très problématiques pour toute cette faune marine. Notamment, il y a beaucoup de pêche où il y a des prises accidentelles, c'est-à-dire que les filets ne vont pas forcément discriminer les espèces. Et donc, on va avoir tout un problème en fait, de choses comme des filets qui vont prendre pas forcément les poissons qu'on voulait pêcher, mais à peu près tout, et ensuite rejeter les animaux morts à la mer. On va avoir des pratiques de pêche destructrices, malheureusement, qui sont parfois légales. On peut penser à la pêche électrique, par exemple. Et puis, bien sûr, on peut pas mentionner le chalutage de fond, qui représente en fait donc des immenses filets de plusieurs kilomètres de long, qui vont aller racler le fond des océans et qui vont, en plus de prendre des prises accidentelles, détruire les habitats au fond des océans, ce qui constitue en fait encore un impact de plus sur les écosystèmes. Bien entendu, vous êtes aussi conscient qu'il y a beaucoup de surpêche, c'est-à-dire que même, encore une fois, quand c'est légal, la façon dont on prélève les poissons est malheureusement supérieure à ce que les écosystèmes peuvent renouveler. Donc, au final, on arrive à un véritable épuisement des stocks. On peut penser à l'effondrement du stock de morue en Atlantique Nord, au Canada. Et puis, même dans les pratiques légales de pêche, beaucoup de filets sont abandonnés. Donc, ça aussi, ça va provoquer des sortes de prises accidentelles où les animaux vont continuer de s'accumuler dans les filets. Mais malheureusement, ils ne seront même pas exploités puisque les filets seront partis à la dérive. Donc, c'est des filets qui vont continuer leur activité destructrice pendant des dizaines d'années. Et puis, enfin, d'autres pollutions aussi que juste la pêche. C'est par exemple la pollution plastique dont tout le monde connaît, avec ces immenses continents de plastique, par exemple. Et donc, juste pour mettre bien l'emphase, donc il y a des pratiques qui sont illégales, des pratiques qui sont légales, mais même quand c'est des pratiques légales, le problème c'est que parfois les quotas ne sont tout simplement pas respectés, ou alors c'est des quotas qui sont mal fixés parce qu'ils ne font pas confiance à la science et ils supportent plutôt une filière de pêcherie qui est sur le déclin. Alors, quelles conséquences ça va avoir? Et déjà, il faut comprendre ce que c'est la biodiversité marine. Donc, par là, j'entends beaucoup de diverses sortes d'organismes vivants en interaction. Donc, ça peut être des animaux, des plantes, puis même des choses plus petites, comme des champignons ou des micro-organismes. Et tout cela évolue en interdépendance. On peut penser par exemple à la chaîne alimentaire marine, qui, du plus petit, donc du phytoplancton, jusque zooplancton, plus ensuite des petits poissons, et puis à la fin des grands prédateurs. Et toute une chaîne d'interdépendance où chaque maillon de la chaîne dépend des uns des autres. Et on peut même dire en fait, que ça va aussi relier à la biodiversité terrestre, puisque vous savez qu'il y a des oiseaux qui mangent des poissons, et puis nous-mêmes aussi, on mange des produits de la mer. Donc, le problème, c'est que briser un des maillons de la chaîne, ça va impacter toute cette chaîne. Et donc, ça peut mettre en danger tout l'écosystème marin, tout simplement.
qui ne pourra pas se régénérer parce que c'est souvent des pratiques qui sont impactantes sur des durées très courtes. Donc, ça ne laisse pas du tout le temps à la nature de rebondir. Et donc, on va avoir aussi pareil des effondrements d'écosystèmes. Et pour donner juste un chiffre, hein, les scientifiques estiment que la moitié donc des espèces marines auraient diminué en un demi-siècle. Donc c'est quand même un chiffre tout à fait exceptionnel et qui alerte beaucoup les scientifiques d'ailleurs en plus du problème climatique. Donc je vous parle du problème climatique parce qu'en fait, on pourrait dire pourquoi sauver finalement cette chaîne alimentaire et cette biodiversité, puisqu'il y a certains cas en fait où l'océan va peut-être survivre, on ne sait pas. Mais déjà, on pourrait dire de 1 qu'on n'a aucun droit en tant qu'humain de laisser mourir et de tuer tout simplement ces écosystèmes, puisqu'ils ont tout à fait le droit de vivre en parallèle de nous. Et puis sinon, d'un point de vue plus pour convaincre les politiques, si je puis dire, on pourrait parler des services écosystémiques. Donc c'est des services que les océans nous rendent. Et le premier, c'est d'être le poumon bleu de la Terre. En effet, vous savez qu'il y a beaucoup de CO2 atmosphérique qui s'accumule dans l'atmosphère dû aux activités humaines. Et il faut savoir qu'un tiers de ce CO2 va se dissoudre en fait dans l'océan, dans les océans. Il y a des processus de phytosynthèse qui sont donc faits par le phytoplancton. Donc c'est comme des plantes vertes, hein, mais c'est juste que c'est dans les océans. Et puis donc absorption du CO2 et rejet d'oxygène qui nous permet de respirer. Pourquoi c'est un processus très important? Parce que en fait, ça arrive en surface donc, des océans. Et vous savez que les océans, ça remplit 3/4 de la surface terrestre. Donc c'est quand même quelque chose d'assez énorme. Il y a un autre point qu'on aime bien mettre l'accent sur quand on est chez Sea Shepherd, c'est les grands mammifères, et notamment les baleines. Pourquoi? Parce que on peut les considérer comme les véritables fermiers de l'océan, dans le sens où elles vont plonger assez profond pour aller chercher des nutriments, et ensuite elles vont produire des déjections. Ces déjections vont remonter en surface, et c'est justement là où elles vont nourrir le phytoplancton, parce que c'est en surface que le phytoplancton va capter la lumière du soleil, et qui va permettre du coup aux océans de réaliser ce cycle CO2-oxygène. Donc finalement, sans les baleines, on n'aurait pas du tout cette circulation de nutriments à l'intérieur des océans. Et donc les baleines, c'est vraiment comme des fermiers hein, qui vont permettre de cultiver, si on veut, le phytoplancton, et donc de pouvoir rendre ce service écosystémique. Et puis il y a deuxième chose très importante par rapport aux baleines, c'est qu'elles vont manger au cours de leur vie beaucoup aussi de nutriments. Et en fait, les nutriments, c'est organique, donc il y a du carbone dedans. Et elles vont ainsi stocker beaucoup de carbone dans leur corps, tout simplement. Vous savez que c'est plusieurs tonnes, hein, des baleines. Et on estime en fait qu'elles vont stocker jusqu'à 33 tonnes d'équivalent CO2 au cours de leur vie. Et ensuite, quand elles vont mourir, elles vont couler au fond de l'océan. Et donc, elles vont emporter le carbone qu'elles ont stocké avec elles et le stocker pendant très très longtemps au fond des océans. Donc, c'est mieux qu'un arbre, parce qu'un arbre, quand ça meurt, c'est au contact de l'air, donc ça va finir par relarguer son carbone et donc son CO2 dans l'atmosphère. Alors que les baleines vont vraiment l'emprisonner au fond de l'océan pour très longtemps. Donc ça, c'est le deuxième service que nous rendent ces grands mammifères. Et pourquoi il faut donc les conserver à tout prix. Alors, il y a un autre service écosystémique des océans, c'est d'être le thermostat terrestre. Donc, encore une fois, hein, vous savez que les activités humaines produisent des gaz à effet de serre qui entraînent de l'effet de serre et puis donc un surplus de chaleur. Et ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que ce surplus de chaleur, il n'y a que 1% qui va dans l'atmosphère. Et en fait, 93%, ça va dans l'océan. Pourquoi? Parce que l'océan, c'est une masse d'eau énorme qui, en plus, a une très bonne capacité à retenir de la chaleur. Et donc, ce qui fait que si on n'avait pas les océans, on aurait 93% de cette chaleur en trop qui irait autre part et qui aggraverait encore plus le réchauffement climatique. Donc, un énorme service écosystémique qui est rendu ici. Et malheureusement, c'est un service que nous rendons, mais ça ne va pas durer infiniment. Et en plus, en absorbant cette chaleur, ça a quand même un impact. C'est que bien sûr, ça réchauffe les océans. Donc, on parle quand même de quelques dixièmes de degrés, ce qui est énorme pour certaines espèces marines, hein, qui n'ont pas tout l'habitude de ça.
Et puis, malheureusement, ça va aussi produire un effet de dilatation, c'est-à-dire qu'un océan plus chaud va prendre plus de place, donc on va avoir une élévation du niveau de la mer, avec toutes les conséquences que ça peut entraîner sur la biodiversité terrestre ou côtière, par exemple. Une autre chose, c'est que les océans, en absorbant du CO2, vont en fait s'acidifier. C'est quelque chose qui est lié au cycle du calcaire. Et le problème, c'est que ça va empêcher certains animaux marins de fabriquer des coquilles, par exemple. Et ça va aussi, par exemple, être responsable du blanchiment des coraux. Enfin, le réchauffement climatique, les changements climatiques vont changer le comportement des tempêtes et puis modifier certains courants océaniques et dérégler certaines précipitations. Et tout ça, on peut l'imaginer, va aussi énormément impacter la biodiversité terrestre et marine, puisque il va y avoir des conditions de vie qui vont changer sur un temps extrêmement court. Et encore une fois, ces espèces ne pourront pas s'habituer suffisamment vite. Donc on en pourrait parler encore beaucoup de ces effets, mais je vous en ai donné ici les principaux. Alors, un autre danger pour les océans, c'est, comme je le disais au début, la pollution tout simplement qu'on peut retrouver due aux activités humaines. Et donc nous, on fait des nettoyages d'auberges du Saint-Laurent avec Sea Shepherd de Montréal, et on trouve vraiment toutes sortes de choses qui sont sur les berges du Saint-Laurent ou dans le Saint-Laurent, et qui vont, in fine, peut-être finir dans l'océan malheureusement. Donc on a vraiment des carcasses de vélos, de la ferraille, des filets, du plastique, vraiment toutes sortes de choses on pense que les gens n'avaient pas forcément l'idée que ça finirait dans l'océan, mais c'est le cas. Et là, c'est une statistique qui a été donnée par une association qui fait beaucoup de nettoyage et qui dit ce qu'on trouve le plus, c'est des morceaux de plastique et puis aussi des mégots de cigarettes. Mégots de cigarettes qui vont être très impactants puisque, comme vous savez, ils contiennent plein de produits chimiques qui vont se disperser un peu partout. Donc, un très gros problème aussi des plastiques, puisque vous savez aussi qu'ils vont rester sous forme impactante pendant des dizaines, voire des siècles, des dizaines d'années, voire des siècles. Ce qui est un très gros problème, puisque certains animaux marins vont par exemple les avaler et mourir. Même si ils sont décomposables, ils vont malheureusement juste se couper en deux, puis en deux, puis en deux, et devenir du microplastique, ce qui est aussi un problème, puisqu'ils vont cette fois se disperser un peu partout, jusque dans notre alimentation. Et donc, justement, notre alimentation, comment elle impacte tout ça. Comme on l'a vu dans la présentation d'avant, quand on élève du porc, du bœuf ou de la volaille, tout ce qui est viande, on a des rejets de méthane et de GES, mais aussi des excès d'azote, par exemple, qui vont provoquer l'eutrophisation, comme on en a parlé avant, c'est-à-dire un développement inhabituel d'algues et de bactéries, qui va provoquer de véritables zones mortes, où il n'y aura plus que ces organismes très simples et très invasifs sur certaines zones, et qui va donc totalement tuer, par exemple, la biodiversité locale d'un estuaire, par exemple. Et puis, quand on consomme aussi des poissons ou des produits de la mer, malheureusement, on va encourager des mauvaises pratiques de pêche. Donc ça, c'est les deux problèmes de notre alimentation. Et puis, il y a une petite infographie qui a été faite. Si vous prenez un repas occidental moyen avec viande, produits laitiers, c'est comme si, dans une année, vous parcouriez 5000 km en voiture. Par contre, si vous enlevez la viande, c'est la moitié. Et puis, si vous devenez vegan, donc vous enlevez viande et produits laitiers, là, vous divisez par 10. Donc, on voit quand même qu'il y a une très nette progression de passer à une alimentation végétale. Comment vous pouvez aider les océans? Justement, en évitant le plastique à usage unique, donc privilégier les choses réutilisables. Dans la source de protéines, éviter tout ce qui est produits animaux, et puis privilégier des protéines végétales, comme des légumineuses ou tout ce qui est noix. Et puis, bien sûr, vous pouvez combiner un peu les deux en achetant local et en vrac, puisque dans ce genre de magasin, on va retrouver facilement des protéines végétales vraiment intéressantes, qui en plus ne contiendront pas d'emballage plastique, et qui seront souvent locales, ce qui va permettre d'éviter les gaz à effet de serre liés au transport. Une chose efficace, c'est bien sûr d'en parler autour de vous. Si vous êtes déjà convaincu, essayez de convaincre vos proches.
Et aussi d'être, par exemple, pour tous les amoureux de la mer ou du Saint-Laurent, bah, si vous vous promenez régulièrement, voilà, si vous voyez des mammifères marins en danger, ou si vous voyez toute activité anormale liée au bord d'un fleuve ou d'un cours d'eau, bah, n'hésitez pas à contacter les organismes adéquats pour pouvoir reporter ces problèmes. Et puis, une autre chose importante pour la sensibilisation, par exemple, c'est de convaincre vos amis en les incitant à regarder des documentaires. Donc, il y a Ocean Warriors qui parle de Sea Shepherd si ça vous intéresse, des choses qui parlent des grands prédateurs comme les requins, de la captivité comme Blackfish, ou de massacres de dauphins, par exemple, comme The Cove. Plus récemment, il y a des films comme sur Netflix, Plastic Ocean ou Chasing Coral, par exemple. Voilà, donc vous pouvez suivre donc Sea Shepherd sur son site web. Et puis nous, le chapitre de Montréal, on est sur Instagram et Facebook. Donc n'hésitez pas à suivre ce qu'on poste. Et je remercie tous les gens de Sea Shepherd qui ont permis de construire cette présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maxime. Je vois qu'il est quasiment 13 heures, puis la durée officielle de l'événement approche très rapidement. Cela dit, on avait promis et prévu de répondre à quelques questions. Pour les personnes qui peuvent rester avec nous, vous êtes les bienvenus. Souvent, c'est une période un petit peu plus dynamique parce qu'on interagit avec vous, même si on ne vous voit pas ou on ne vous entend pas. Donc, vous pouvez utiliser la petite touche discussion qui est en bas de l'écran Zoom, ou alors Q et R pour poser vos questions. Et on va essayer d'y répondre, Julie, Maxime et moi-même. Donc, je vois d'abord une question pour Maxime. Est-ce que tous les bénévoles de Sea Shepherd sont véganes ou suivent un régime végétalien? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Sea Shepherd est officiellement vegan, dans le sens où tous les bénévoles qui sont soit en mission, soit en action, etc., sont obligatoirement véganes. Donc ça, c'est une condition. Après, bien entendu, comme dans un pôle comme Sea Shepherd Montréal, c'est bien sûr impossible d'aller mettre des caméras chez les gens pour vérifier s'ils sont bien véganes. Mais clairement, quand on discute avec eux et qu'on en parle, on est quand même très très grosse majorité à être totalement végane. Mais voilà. La ligne officielle, en tout cas, c'est de toute façon, si on part en mission, il n'y a pas de choix d'être vegan. Et puis, je pense que et pour être en cohérence avec tout ça, parce que c'est quand même un combat important. Et si je sais pas, ça prend du temps, donc il n'y aura pas trop de logique à ne pas être vegan. Merci. Peut-être une question pour Julie maintenant. Puis là, c'est anonyme, on l'a reçu de façon anonyme. J'avais lu que les ménages génèrent seulement 21% du gaspillage alimentaire au Canada, le reste étant hors de contrôle des citoyens. Que peuvent faire les autorités pour réduire le gaspillage dans la chaîne de production et de distribution? Est-ce réaliste de penser à des contraintes et des sanctions? Et si oui, as-tu des suggestions? C'est sûr que je ne suis pas d'accord que c'est complètement hors des mains des citoyens. Je pense qu'il y a aussi, on a notre part de responsabilité dans tout ça. Je pense que ils ont déjà des certitudes. Je pense que personne dans l'industrie se dit je veux gaspiller des aliments. Tu sais, tout le monde fait du mieux qui sont possible, mais c'est que l'industrie est faite de telle qu'on n'a comme pas le choix d'avoir une certaine part de gaspillage alimentaire. Ce que ça va prendre, c'est beaucoup plus de solutions que de sanctions, selon moi, donc d'entreprises de synergie, donc de créer de l'économie circulaire, créer des collaborations entre les entreprises parce que ces aliments-là, toutes les entreprises, les industries qui nous contactent, je vois qu'il y a une volonté de la part de tous ces gens-là de réduire le gaspillage alimentaire puis de trouver une solution. Je pense qu'eux aussi ont de la difficulté parce que justement, il n'y a pas d'intervenants, il n'y a pas d'organismes entre les deux qui peuvent vraiment récupérer, transformer. Donc, ça va être vraiment d'adapter aussi par exemple, les banques alimentaires pour augmenter leur capacité également à prendre des aliments, à les transformer, à augmenter la durée de vie en les transformant aussi. Parce que les entreprises paient déjà, en fait, ça coûte énormément cher envoyer nos aliments, soit à l'enfouissement, même au compost ou en biométhanisation. C'est des centaines de milliers de dollars si on regarde juste un partenaire comme celui avec lequel on travaille. Ils dépensent des centaines de milliers de dollars par année déjà en frais d'enfouissement ou en frais de compostage. Donc,
il y a déjà une certaine pénalité. Donc, je pense que ce n'est pas en mettant une plus grande pénalité qu'on va vraiment arriver à trouver une solution, mais vraiment en incitant plus d'entreprises, en encourageant, en donnant des incitatifs aux entreprises à pouvoir aussi les revaloriser. Je pense qu'il y a beaucoup à faire à ce niveau-là. C'est juste que avant, les gens ne voyaient pas, en fait, ces ressources-là comme étant quelque chose qui a de la valeur. Puis je pense que là où on va vraiment gagner, c'est si on réussit à montrer la valeur économique de ce qu'on rejette, parce que les entreprises vont aussi être plus intéressées à travailler puis à collaborer puis à développer des solutions. Excellent, merci beaucoup. Puis les questions commencent à rentrer dans le chat. Donc, on a un spectateur anonyme qui nous dit « Renseigner les gens sur les impacts de la consommation de poissons, etc. et de nos pratiques en général, c'est déjà mieux que rien. Donc, je pense qu'il ne faut pas être à 100% non plus. » Oui, en effet, on fait ce qu'on peut. Hein. Comme on disait un peu plus tôt, chacun va agir à son rythme et selon son contexte. Voilà. Julie mentionnait que peu d'entreprises comme Loop prennent des fruits et légumes ou d'autres produits rejetés. Existe-t-il quand même d'autres options pour les organisations ou les institutions qui voudraient donner des aliments à part les banques alimentaires? Ben, c'est là où c'est vraiment le grand enjeu puis que c'est difficile, c'est que moi, je ne sais pas vers qui les référer parce que souvent, quand nous, on n'utilise pas ces produits-là, il n'existe pas d'autres solutions en ce moment. Comme il y a quelques alternatives, quelques organismes que je sais qui prennent des aliments, mais personne n'a vraiment construit ses recettes puis basé son modèle sur des produits rejetés, ce qui fait en sorte que c'est vraiment difficile en ce moment, mis à part les banques alimentaires, là, de les revaloriser, ces aliments-là. Nous, on devient un peu par la bande comme un intermédiaire parce que les gens nous contactent et nous disent qu'ils jettent des aliments. Nous, on se dépêche de développer plein de produits pour trouver des solutions, mais ça va prendre d'autres entreprises aussi qui les prennent. Il commence à en avoir de plus en plus dans l'élevage d'insectes, donc ils peuvent prendre certaines matières organiques pour nourrir des insectes, entre autres. Mais si on regarde vraiment de le réintégrer dans la chaîne de valeur pour le transformer puis le recommercialiser, pour y redonner vraiment une valeur économique aussi pour continuer la chaîne, ça, il n'en existe pas en ce moment. Puis c'est là où c'est vraiment difficile parce qu'on le voit qu'il y a cette lacune-là. Parce que nous, on ne sait pas où les référer. Puis s'il y en a, ben, je vais être bien heureuse d'avoir de l'information parce qu'on en reçoit tellement que j'aimerais vraiment ça avoir une solution à leur proposer. C'est beau. Merci. Je vais prendre une question pour moi-même qui est anonyme. Si on considère que manger de la viande biologique et locale est une étape dans notre cheminement, comment trouve-t-on cette denrée rare? Et puis pour le prix, ça pourrait alourdir mes dépenses. Alors, première question, comment on trouve ces produits-là? Habituellement, ça prend quand même un peu de recherche. Comme je disais dans ma présentation, ce n'est pas le genre de produits qui sont abondants et faciles d'accès dans nos épiceries. Donc, une première étape, ce serait déjà de poser les questions à vos commerçants. Là, si vous allez dans les grandes épiceries, posez la question aux personnes qui mettent en rayon les aliments. Faites-leur savoir ce que vous recherchez. Puis ça, c'est vraiment un geste citoyen très efficace parce qu'au fur et à mesure, si tout le monde leur demande de la viande biologique avec un traitement humain, enfin, entre guillemets, un traitement plus éthique des animaux, de la viande biologique qui a grandi à moins de 200 km, mais le commerçant va finir par répondre à cette demande-là. Après, si vous n'êtes pas à l'aise avec ces démarches-là, vous pouvez chercher sur Internet. Google est notre ami. Viande biologique, région parisienne, viande biologique, Montréal. Vous allez forcément trouver des réponses qui vont vous approcher de ce système de distribution-là. Ça va prendre un peu de recherche, comme je disais là, dans ma présentation. Un changement d'habitude, ça prend un peu de temps, ça prend un peu de travail, là, il faut pouvoir l'accepter. Et puis pour le prix, c'est un sujet qui revient souvent. Manger végétalien ou végétarien, ça n'a pas d'incidence sur votre budget. Certes, certaines denrées comme les noix coûtent cher, mais quand vous regardez votre panier d'épicerie omnivore, les produits laitiers et la viande, ben, ça coûte cher. Donc, à partir du moment où vous cherchez à les remplacer, vous les diminuez, vous allez trouver un nouvel équilibre dans votre panier d'épicerie et puis les dépenses ne devraient vraiment pas être augmentées. Voilà pour ma question. Ouais. Je sais pas si Alors, moi, j'ai une question sur la pêche électrique. Oui. Donc, ouais, très bonne question. Donc, donc l'auditeur disait elle est rendue illégale. Je ne suis pas trop d'accord. En fait, elle était rendue illégale en France l'année dernière.
suite en fait à une directive de l'Union européenne qui veut l'interdire en 2021. Donc déjà, quand bien même elle serait interdite, on voit que ça arrive un petit peu tard. Et pour l'instant, c'est que la France. Après, il faut voir aussi au niveau des lois, est-ce qu'en pratique, c'est mis en œuvre, hein, parce qu'il y a beaucoup, encore une fois, hein, de quotas de pêche, par exemple, mais qui ne sont pas du tout respectés en pratique. Donc, il faut se méfier un petit peu de oui, bon, c'est bon, il y a une loi, tout va bien. Et voilà, donc, le deuxième point, c'est qu'en Europe, il y a encore des gros partisans de la pêche électrique, hein, comme les Pays-Bas, et même d'autres pays sûrement. Donc, le combat n'est pas du tout gagné. Au Canada, il y a quand même des choses qui sont toujours permises, hein, comme le harpon électrique. Aussi, pour les pêches de rivière, souvent, c'est des pratiques qui sont parfois autorisées. Et donc, c'est un gros problème. En fait, il y a une des raisons, c'est que pour certains partisans de la pratique, c'est quelque chose qui va finalement être propre, hein, puisqu'on va étourdir le poisson, donc il ne va pas souffrir, tout ça. Le problème, c'est que, bien entendu, ce n'est pas une pêche qui est assez ciblée. On n'arrive pas à électrifier juste ce qu'on veut pêcher. Donc, c'est quand même très destructeur. Et donc, non, le combat n'est pas encore gagné à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des zones en particulier qui utilisent cette méthode-là ou c'est pas mal généralisé là, dans le monde? Alors, ouais, comme je disais, il y a beaucoup de pays en Europe qui l'utilisaient pas mal, hein. J'avais en tête les Pays-Bas, mais il y en a sûrement d'autres. Ensuite, ça dépend, en fait, c'est pas forcément une pratique qui est tout le temps utilisée, parce que c'est pas forcément le plus efficace, ni dans les coutumes, si je puis dire. Mais on en retrouve quand même dans pas mal d'endroits. Ouais. Excellent. Donc, pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. Je vais peut-être juste ajouter un exemple de pêche accessoire. Moi qui me marque beaucoup et qui a provoqué, en fait, c'est un des aliments que j'ai arrêté de manger en premier, c'est les crevettes. J'imagine que tu connais la donnée, mais a priori, là, ce serait estimé que pour obtenir 1 kg de crevettes, il y a jusqu'à 20 kg de pêche accessoire. Donc, ça veut dire qu'on on sort de l'océan et des mers, on sort 20 kg d'animaux, on les tue et on les relâche, juste pour obtenir 1 kg de crevettes. Ouais, c'est souvent le chiffre qu'on met en lumière pour sensibiliser les gens. Parce qu'en effet, c'est un des plus importants. Le ratio donc, de prise intéressante versus prise accidentelle est énorme. Et donc, c'est clair qu'on voit que si vous voulez déjà avoir un premier impact, essayez d'arrêter d'abord les crevettes avant d'arrêter le reste. Mais bon. Son équivalent terrestre serait le bœuf, alors. Hein? Son équivalent terrestre serait le bœuf. Ouais, c'est ça. Alors après, il y a toujours des impacts différents. Le bœuf, c'est plutôt côté méthane, etc. Donc, ouais, c'est clair que c'est deux choses qui sont... c'est pas les mêmes ordres de grandeur, quoi. Julie, est-ce que tu avais un mot de la fin? Peut-être une donnée que tu voulais remettre de l'avant ou... Non, c'est bon. Je pense que j'ai donné les données que je voulais vraiment présenter aujourd'hui. Mais n'hésitez pas, s'il y a quoi que ce soit, à nous rejoindre là où on peut poursuivre la discussion. Excellent. Alors, je redonne la parole à Raphaël. Puis je remercie tout le monde d'avoir participé aussi. Oui, merci tout le monde. Merci Julie, Nicolas et Maxime pour ces échanges. Je trouve qu'on a vraiment dressé un beau portrait de plusieurs sujets qui se rejoignent dans le fond, puis qui viennent regrouper le tout. Je vous remercie d'avoir pris le temps de partager vos connaissances puis toutes ces informations-là avec nous. J'espère que ça aura mobilisé plusieurs personnes puis qui vont être motivées à passer à l'action puis à changer quelques petits trucs à leur rythme, à leur façon, dans leur façon de consommer puis de s'alimenter. Je remercie vraiment le GRAM, Nicolas, d'avoir organisé avec la Maison du développement durable cet événement-là. Puis bien sûr, merci aussi à Julie, à Loop Mission, puis à Maxime avec Sea Shepherd d'avoir été des nôtres puis d'avoir collaboré également. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup et à bientôt. Merci, bye.